Donc, juste pour la présentation, donc, je m'appelle Zouel Khedissi, je suis entrepreneur dans le domaine digital depuis 20 ans et je suis consultant en transformation digitale, en entrepreneuriat et en innovation auprès d'organismes au Maroc et à l'international. En fait, l'objectif maintenant, c'est vraiment d'introduire la transformation digitale. Donc, avant qu'on rentre sur la partie données, la première chose, c'est d'abord de comprendre cette stratégie donnée, comment elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de transformation digitale. Alors, tout à l'heure, on a entendu déjà un certain nombre de termes. On a parlé d'informatisation, on a parlé de digitalisation des processus, et on a parlé de transformation digitale. Donc déjà, il y a une évolution, et il faut comprendre l'évolution, elle vient d'où. Donc l'informatisation, c'est ce que la majorité des entreprises, des gouvernements, des administrations ont fait, on va dire, depuis pratiquement les années 90 jusqu'à la fin des années 2000. La digitalisation est un processus qui a commencé au début des années 2000 et dont l'objectif a été, en fait, en résumé, de dématérialiser un certain nombre de documents et de dématérialiser un certain nombre de processus. La transformation digitale, ou le terme transformation digitale, est né vers le début des années 2012, enfin entre 2010 et 2012. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire que les nouveaux paradigmes que ramène le digital, donc le digital, il vient avec un certain nombre de nouveaux paradigmes qui sont fondamentaux, et ces nouveaux paradigmes, ils ne vont pas uniquement transformer ou informatiser un certain nombre de fonctions, ils vont transformer le business ou la manière de faire ou les objectifs de l'administration, du département ou de l'entreprise. Donc ça, c'est juste pour un peu planter le décor. La transformation digitale, c'est basé d'abord sur des valeurs. La première chose qu'on doit comprendre quand on parle de transformation digitale, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs qui viennent avec. On ne peut pas faire de la digitalisation ou de la transformation digitale sans avoir ces valeurs. Alors ces valeurs, c'est quoi? C'est d'abord la confiance. Je vais revenir bien sûr au slide. Mais donc les valeurs, c'est d'abord la confiance. On ne peut pas construire une transformation digitale si on n'est pas construit, si cette transformation n'est pas construite autour d'un certain nombre de valeurs, dont la confiance. Alors la confiance, c'est quoi? On a des acteurs, il faut que ces acteurs se fassent confiance. Donc si on prend l'écosystème de l'administration, d'abord, il y a des acteurs dans l'administration elle-même, donc des départements ministériels, des agences, des collaborateurs ou des départements à l'intérieur d'un département ministériel. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas construire cette transformation s'il n'y a pas une confiance entre ces acteurs. Dans les acteurs autour de l'administration, il y a aussi le citoyen. Donc, on ne peut pas construire une transformation si on ne construit pas de manière fondamentale une valeur de confiance entre l'administration et le citoyen, et entre le citoyen et l'administration. C'est quelque chose qui est un peu, on va dire, problématique, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Aujourd'hui, on a construit malheureusement, pour des raisons historiques, pour des raisons on va dire, aussi culturelles, on a construit des systèmes, un système social qui est basé sur la méfiance. Et ça, on n'est pas les seuls, on s'est inspiré malheureusement d'autres pays, dans la France par exemple, où ils ont une société qui est basée sur la méfiance. C'est-à-dire que entre un citoyen, entre un citoyen et l'État, entre l'entreprise et l'État, entre l'entreprise et le citoyen, il y a des relations qui sont des relations de méfiance. Ce qui est grave, par exemple, quand on voit le contexte du Maroc, c'est qu'on a même la méfiance à l'intérieur de l'administration et dans le même département. Je prends juste l'exemple que j'utilise souvent, c'est l'exemple de l'aéroport. Quand on rentre au Maroc dans un aéroport, on met un cachet de la police, et juste après, il y a un autre agent qui va vérifier avec le cachet. Ce qui veut dire que finalement, en fait, l'administration, elle fait beaucoup de process pour se contrôler elle-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de mécanisme de contrôle, mais il faut trouver un bon équilibre entre une logique fondamentale de confiance, et qui doit être de base, et c'est ce qu'on, généralement aujourd'hui, on théorise en termes de Trust First Society, c'est-à-dire que la confiance doit d'abord primer au départ, et la sanction ou le contrôle vient après. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, par exemple, dans des pays où cette valeur est fondamentale, on accepte des déclarations sur l'honneur d'un citoyen. On n'a pas besoin de demander des justificatifs pour prouver sa bonne foi. Donc un citoyen peut venir dire « je déclare sur l'honneur que j'ai fait ceci ou j'ai pas fait ceci » et cette déclaration est acceptée. Je vous donne un exemple très récent, par exemple dans le cadre de la crise du Covid, qu'on a vu pour la première fois au Maroc,
et ça c'est, enfin, je ne sais pas si cet acquis est un acquis fondamental, c'est un acquis sur lequel il y aura des changements, mais on a vu pour la première fois l'État accepter des déclarations de personnes sur l'honneur pour pouvoir recevoir de l'aide de l'État. Et c'est une première. C'est une première parce que ça change le dogme fondamental de l'État. C'est-à-dire l'État accepte de dire un citoyen va faire une déclaration, il va remplir un formulaire, et sur la base de ce simple remplissement de formulaire, on va accepter de lui octroyer de l'aide. Alors, bien sûr, quand on suppose qu'il y a de la confiance d'abord, ça suppose que derrière, il y a une sanction qui est exemplaire. C'est-à-dire que dès qu'on sort de la confiance, il faudra qu'on sorte d'un écosystème. Et c'est comme ça que ça fonctionnait d'ailleurs dans le passé. Il y avait des écosystèmes de confiance dans les métiers les métiers, il y avait l'amine de l'harfa. Et en fait, la relation se gérait de manière sur la base de la confiance. Dès que quelqu'un faillit à son obligation de confiance, automatiquement il est exclu de la communauté. Donc ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur, c'est une valeur d'ouverture. Donc le digital vient avec une logique où on construit autour de la transparence. Les gens, tout est connecté à tout, tout est ouvert ou presque, on accède à tout sans pratiquement ou avec très peu de restrictions. Et donc cette logique d'ouverture est fondamentale dans la construction d'une société qui est transformée digitalement. La troisième valeur, c'est la valeur du partage. Le digital vient, et ça fait partie encore une fois de ce qu'on a appris, ce que les jeunes par exemple ont appris dans le digital, c'est qu'on fait des choses, on les partage. Je ne parle pas de partage juste c'est pas une question juste de partage de données personnelles, on reviendra à la CNDP aux données personnelles, mais c'est aussi un partage d'expérience, un partage de données, un partage d'informations, un partage de valeurs et de destin. Donc, le partage est fondamental. Et la dernière valeur, c'est la valeur de l'horizontalité. On ne peut pas construire une transformation sociale ou sociétale si on n'est pas dans une logique horizontale. Alors, ce que veut dire horizontale, on va y revenir sur le mindset, ça veut dire que il n'y a pas de verticalité. On n'est pas dans des systèmes verticaux, que ce soit à l'intérieur de l'administration ou en relation avec le citoyen ou avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne considère pas, qu'on n'infantilise pas les collaborateurs, qu'on n'infantilise pas le citoyen, qu'on n'infantilise pas l'entreprise. Qu'on est plus dans une logique où chacun joue son rôle de manière horizontale pour construire une valeur et construire une richesse commune. Donc c'est ça on va dire les 4 valeurs de la transformation digitale. Autour de ces valeurs, il y a 4 mindsets. Je vais revenir par la suite, mais il y a 4 mindsets qui sont fondamentaux. Le premier élément de ce mindset, c'est la citizen ou la customer centricity, c'est-à-dire la centralité du citoyen. On ne peut pas construire une stratégie ou un service ou une offre digitale si on ne met pas le citoyen ou le client au centre. C'est le client qui doit driver ce qu'on est en train de construire. On doit penser la solution avec le client. On doit réfléchir au problème avec le client et on doit exécuter avec le client. Donc, la centralité du client, premier mindset. Deuxième mindset, c'est data-driven, donc customer-centric. Data-driven, il faut absolument que cette transformation se fasse sur la base d'un mindset qui est drivé par la donnée, et on va y revenir tout au long de cette formation. C'est-à-dire que la donnée, elle est au centre. La donnée, c'est l'intelligence. La donnée, c'est la base de connaissance, et c'est la base de l'action. Donc, on ne peut pas construire, là aussi, une transformation si on n'est pas construit autour de la donnée. Et là aussi, la donnée doit être au début de la construction des lois, de la construction des services, de la construction des opérations. Il faut qu'elle soit au centre. Troisième mindset, c'est la collaboration. C'est quelque chose là aussi, qui est fondamental. On ne peut pas faire du digital et de la transformation si on n'est pas dans une logique collaborative, si des départements ne travaillent pas entre eux, si des citoyens ne collaborent pas sur du travail collectif, et si on n'arrive pas à mettre la collaboration au centre et au noyau de cette transformation. Et je termine par le quatrième mindset qui est l'agilité. La transformation digitale, elle vient avec un élément fondamental, c'est que le monde est en train de changer de manière fondamentale, qu'on peut avoir des transformations réelles dans la réalité qui peuvent surprendre. On parle d'un monde VUCA, volatile, ambigu, complexe et incertain. Et dans ce monde VUCA, on ne peut pas prédire à l'avance et construire à l'avance sans être agile et s'adapter au contexte qui évolue. Donc, customer-centric ou citizen-centric, data-driven, collaboratif et agile. Oui. Je voulais juste dire que c'est Zuhair maintenant, il vous a donné peut-être le résumé de toute la journée.
Donc, ça, Il vous a fait le résumé de toute la journée. Maintenant, on va commencer le film du début. Exact. Alors, notre approche, juste pour rappel, peut-être que je l'ai évoqué tout à l'heure. On va pas cesser de répéter les choses essentielles, parce que ce qu'on retient d'une séance de formation, c'est ce qu'on a répété, c'est ce qu'on a débattu, c'est sur quoi on a échangé. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va toujours les messages clés. Je pense que Césaire a bien fait de les donner au début. Maintenant, on va voir ça dans sa dimension historique, dans sa dimension économique, dans sa dimension technologique. Qu'est-ce que ça veut dire confiance? Qu'est-ce que ça veut dire être concentré sur et quelle importance a ça dans toute la compréhension? Donc, bien sûr, un résumé ne peut se substituer au texte, disons, pour étoffer. Je pense que Très voilà. bien. Donc, alors, on commence sur un premier slide qui vous donne un peu là aussi le là de ce qu'on va voir après. Cette révolution numérique aujourd'hui qui se présente, elle va avoir autant, sinon plus d'impact que des choses qu'on a vues dans le passé, comme l'imprimerie ou l'invention de l'écriture. Donc, l'invention de l'écriture, ça a transformé en fait le monde il y a quelques milliers d'années. L'invention de l'imprimante il y a quelques centaines d'années a révolutionné aussi le monde, parce que ça a permis d'autres façons l'écriture a permis de stocker le savoir, l'imprimerie a permis de le diffuser, et le numérique permettra éventuellement de le rayonner et de le construire de manière collective. Donc ça, c'est Michel Serres. Une autre évolution, donc premier pays qui nomme des ambassadeurs dans des sociétés. Donc le Danemark a nommé il y a quelques années des ambassadeurs au niveau des GAFA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les GAFA, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon, sont devenus presque des pays en termes de puissance, de taille et en fait de valeur et d'apport. Oui. Oui. Alors le premier, c'est Michel Serres, donc c'est un philosophe français. Voilà. Le deuxième, c'est juste en fait un tweet, une décision de l'État du Danemark. Décision, parce que toute la diplomatie qui bouleverse, hein. On avait une diplomatie étatique, maintenant une diplomatie, on appelle quoi? Digitale, technologique. Moi, je trouve pas de mots, parce que c'est plus grand que ça. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, et ça, je pense sur ça, on se rejoint, c'est Oussama et moi, c'est d'ailleurs quand on parle de transformation digitale, il faut comprendre que le vrai terme qu'on devrait avoir, c'est plutôt transformation sociale, sociétale et économique par le digital. Ouais. Le digital n'est qu'un moyen de transformation sociale. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord de valeurs et de mindset avant de parler réellement de technologie. On va y venir. Et humaine, exactement, et humaine. D'ailleurs, une des leçons fondamentales de cette crise, s'il y en a, et je pense qu'il y en a quand même beaucoup, c'est deux choses. C'est que, on va dire, le futur doit être basé sur deux choses, sur deux piliers, la digitalisation et l'humanisation. On doit être plus digital, et la crise a prouvé que ce n'est qu'en étant digital qu'on peut continuer à opérer, qu'on peut se développer, qu'on peut faire des choses, et ce n'est qu'en étant humain, qu'en étant basé sur des valeurs humaines et sur le fait de répondre à des besoins fondamentaux de l'être humain qu'on peut aussi réussir. Très bien, donc voilà, Sophia, donc ça je pense que vous avez vu il y a peut-être 2 ans, donc en Arabie Saoudite, le premier robot qui a fait un keynote auprès d'investisseurs dans le cadre d'un forum en Arabie Saoudite et qui est chanceux, ce robot. Elle est chanceuse parce qu'elle a eu la nationalité. La nationalité saoudienne. Vous savez. Premier robot qui obtient la nationalité d'un pays. Les droits de l'homme. On va dire que c'est une autre problématique. Mais premier robot qui obtient une nationalité, donc encore une fois, c'est symbolique. En tout cas, ça paraît symbolique, mais fondamentalement, ça porte un certain nombre de messages. C'est, on va dire, plus fort, par exemple, que quand un pays comme les Émirats ont un ministère de l'intelligence artificielle. Là, on n'est pas au niveau de la gouvernance, on est au niveau de la citoyenneté, de la valeur fondamentale qui construit un pays. Oui.
Demain, on aura Chama qui est le robot marocain qui aura la nationalité. Chama, en fait, c'est une chercheuse marocaine que je connais très bien, qui est lauréate de la même école que moi et qui aujourd'hui fait de la recherche et est docteur au niveau de l'université Qadi Ayad. Il s'appelle Hajar Moussnef. Et elle a inventé le premier robot marocain qui parle dialectal et qui en fait défend l'égalité l'égalité entre hommes et femmes. Donc c'est une belle réussite et un beau message pour nous tous, pour se dire que d'abord c'est possible au Maroc, on peut construire des choses. Tout à l'heure je parlais de confiance, la première confiance qu'on doit avoir avant d'avoir des confiances entre nous, c'est d'avoir la confiance en nous-mêmes déjà. Et le fait qu'on accepte qu'on a la capacité de faire des choses, c'est vraiment fondamental. Donc oui. Contexte, là évoqué Suzer tout à l'heure, le contexte de l'apparition de Sophia. Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Vous connaissez ça s'est produit quand? À de l'événement? En 2019? 2018. En 2018, fin 2018. Fin 2018. Dans quel cadre? Parce qu'il faut situer, parce qu'on est en train de parler de choses très, 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 disons, très pointues, qui vont déterminer le sort de la région, de la planète. Là, on est en train de voir les Future Investment Initiatives, c'est-à-dire on a l'Arabie Saoudite là-bas, il a mis en place tous les potentiels d'investissement, d'accord, possibles, les fonds mondiaux possibles qui pour l'investissement, pour refaire, d'accord, redonner une autre façon d'investir. Il a donné comme exemple sa nouvelle ville, Neom, ou là je ne sais pas. Neom, voilà. Sa nouvelle vie intelligente, mais c'était juste l'exemple. Alors, ça c'est pour dire qu'il s'agit d'un enjeu très important. On n'est pas juste dans un film de science-fiction, loin de là, c'est la réalité, c'est déjà la réalité, et ce sont des investissements colossaux qui vont être mis. Là, lorsqu'on voit le SoftBank, ça, c'est un banque japonais, je pense. C'est parmi les. C'est un fonds d'investissement. C'est un des fonds les plus importants. Les plus importants dans la technologie. On voit que lorsqu'il est en place, on voit l'enjeu, il est très important. Et on voit par la suite que peut-être on aura l'occasion de parler de l'expérience de l'Arabie Saoudite en la matière. Regardez dans quel chantier on est en train d'être, si on peut de se rattraper. Exactement. SoftBank, par la même occasion, elle avait levé auprès de l'Arabie Saoudite plus de 100 milliards de dollars pour investir dans un certain nombre de technologies. Et c'est à travers SoftBank que le fonds souverain de l'Arabie Saoudite a investi dans des sociétés comme Uber ou comme d'autres. Ce que dit Oussama est fondamental parce que, alors, non seulement il y a des messages, entre parenthèses, pour marquer les esprits, parce que ça c'est aussi important, parce que ça aide à la transformation, mais il y a aussi du détail. L'Arabie Saoudite, c'est un des pays, encore une fois, on parle pas. On parlera politique par la suite. Là, on ne va pas évoquer cette. Mais en tout cas, c'est un pays qui a énormément avancé en termes de transformation digitale du pays. Et il y a eu tout un travail dans lequel Mohsin et moi, on avait participé dans le passé, fondamental, qui a permis de créer l'identité numérique. C'est fondamental, parce qu'on ne peut pas construire des services si on n'a pas d'identité numérique, qui a permis de mettre en place un certain nombre de services qui sont assez avancés aujourd'hui. Et donc, c'est un des pays avec les Émirats qui, sur le plan de la transformation digitale du pays, d'infrastructures digitales, est un des pays les plus avancés. Alors, ça c'est juste une comparative pour vous donner un exemple, mais je pense que les chiffres ont été dépassés cette année avec Covid. Mais c'est juste pour vous dire que Alibaba, elle fait dans une seule journée, qui s'appelle le Single Day, elle fait plus de 109 milliards de dollars de chiffre d'affaires en une journée. Je ne sais pas ce qui est important, le Single Day ou Alibaba ou le Fetchi. En fait, c'est le Maroc. C'est une journée qu'il célèbre de qu'on appelle en français du célibat. Célibat. Il célèbre le célibat. Et c'est une journée dédiée au célibat. Donc, regardez combien ils ont empoché les transactions. Et comparativement au PIB du Maroc, le PIB du Maroc aujourd'hui, il y a 20 ans, était de 30 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est de pratiquement 120 milliards de dollars. Donc, pratiquement en une journée, Alibaba, c'était le cas aussi de Amazon. Très récemment, on a vu, on peut, si vous voulez y revenir, on va parler d'Amazon, mais c'est juste une parenthèse, parce que Amazon aujourd'hui, il a à un certain moment atteint une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars. Grâce à ça, Jeff Bezos est devenu la personne la plus riche au monde
de manière, on va dire, structurelle cette année. Et il a déjà commencé à l'être l'année dernière, mais cette année, en fait, il a largement dépassé ses concurrents et il a atteint une fortune personnelle de 200 milliards de dollars. Première personne au monde dans l'histoire qui atteint ce niveau. Donc, alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité de ces GAFA? Donc, beaucoup de choses. Il y a de la donnée. Ils ont énormément de données sur nous. D'ailleurs, à l'instant où on parle, peut-être depuis qu'on a commencé, il y a peut-être des centaines de gigaoctets de données qui ont été générées dans cette salle. Cette centaine de gigaoctets a été transférée principalement à ces GAFA. Et à 99%, cette donnée ne nous appartient pas. Elle appartient à ces leaders. Donc ces leaders ont la data, ont la technologie et ont la capacité d'investissement, c'est-à-dire ils ont le cash disponible pour pouvoir investir. Et donc ils ont une force incroyable. On voit un peu les secteurs dans lesquels ils sont présents. Ils sont pratiquement partout. Ils sont dans la santé, ils sont dans les télécoms, ils sont dans le retail, ils sont dans la finance. Ils sont pratiquement partout. Donc ça, c'est un fait. Aujourd'hui, ces sociétés, aujourd'hui, ils ont une importance et une force et une connaissance des gens plus importante que celle de leurs États. Et je vais même aller plus loin, plus que la connaissance de leurs conjoints. Ce que Google connaît de nous est plus important que ce que peut-être nos conjoints respectifs ou nos familles respectives connaissent de nous. Ça, c'est Apple. Donc, c'est là aussi pour comparer Apple avec un certain nombre de pays. Donc, on compare. Bon, bien sûr, on peut discuter est-ce que la capitalisation boursière est équivalente à un GDP. Mais bon, c'est un élément de comparaison. Là, on compare la capitalisation boursière d'Apple par rapport à un certain nombre de pays. On voit que Apple, elle pèse plus lourd que des pays qui sont plus ou moins développés et importants, des pays comme la Suède ou d'autres. Et là, c'est une comparaison par rapport à la capitalisation boursière de Apple comparativement à la taille des marchés de capitaux ou les marchés boursiers. Je voulais en fait éclaircir un point. Ça évoque quoi en vous lorsqu'on compare une entreprise, c'est une entreprise quand même, à un État en termes de capitalisation. Ça évoque quoi exactement? Est-ce que c'est une comparaison valable, Bed? Il ne suffit pas de voir les chiffres. Est-ce qu'on compare le comparable? Non? On compare. C'est pas logique. A priori. Et le post a priori? L'ampleur. La puissance. Très bien. C'est une forme d'organisation et la productivité de cette forme d'organisation. OK? Alors pourquoi faire? En fait, cette comparaison, pour rien vous cacher, c'est pas la nôtre. À de la comparaison, vous allez la trouver partout. Qu'est-ce qu'ils entendent derrière ça? L'influence que peuvent avoir ces sociétés sur les décisions étatiques. C'est-à-dire que Laurent... L'objectif, c'est de savoir quels sont les mécanismes utilisés par ces entreprises. Oui. Très bien. Oui. On doit nous interroger, bien sûr, on doit se poser des questions sur ça. Ceux qui réalisent tellement ça, comment ils dépassent toutes des nations et des États. Mais on arrive vers la fin à voir que c'est une question qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est de puissance et d'influence. Par la suite, la décision appartient à qui? Dans votre propre terrain. À qui il appartient? Il faut bien cerner la problématique. Il ne suffit pas juste de voir comme exemple Apple ou bien Microsoft fait un chiffre. Mais ce chiffre-là, il se passe là, le match, il se passe où exactement? Chez nous, le match. Le match. OK. Quelles sont les données qui sont en jeu? Nos données. D'accord. Quel développement il est en jeu? C'est notre développement. OK. Les projets. Vous voyez d'abord la comparaison d'où vient la comparaison État, organisation, petite entreprise. Non. Question. Qu'est-ce que je peux faire avec les moyens et l'organisation des moyens? Est-ce que j'aurai la liberté et la souveraineté chez moi lorsque je dis couper ça? La rumeur. On a vu la rumeur اللي جات في هادشي ديال الصحراء في هذا. Est-ce qu'on a eu la main? C'est très difficile de gérer. علاش? Parce que ceux qui ont la main, qui sont le pouvoir, les voici.
sont bien en tête. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Si on veut vraiment faire on va dire la vraie comparaison, on ne devrait pas comparer la capitalisation avec le GDP. Le produit intérieur brut, en fait, c'est une production nationale dans une année. C'est plus équivalent soit à un chiffre d'affaires ou à un résultat d'exploitation. Donc, pour être juste plus précis, maintenant, même quand on voit le chiffre d'affaires de ces leaders, ils se comptent en centaines de milliards de dollars. Là, il y a une donnée qui est très, très concrète, qui est le cash. Donc, vous regardez qui sont les pays qui disposent de plus de cash. Là, c'est du concret, c'est de l'argent qu'ils ont dans les caisses. C'est de l'argent qui peut leur permettre d'acheter des choses, d'acquérir des biens. Et on voit bien que Apple, elle se classe de manière beaucoup plus importante qu'un certain nombre de grands pays en termes de cash disponible. Donc il a un trésor de guerre qui lui permet d'être encore plus puissant par rapport à ce qu'elle est. C'est-à-dire que... Là, peut-être juste l'écran. On doit passer tous les écrans de la présentation. 180. Ça date un peu. Et dépasse le pays. Exactement. Il se trouve que ce cash n'est pas aux États-Unis. Le cash qu'a Apple, il se trouve dans des paradis fiscaux. Il faut savoir que ces organismes ont construit tout un modèle d'évasion fiscale, parce que finalement, qu'on le veut ou non, c'est des pays, c'est une bonne erreur de Ada, mais c'est des entreprises aujourd'hui qui paient en moyenne 3 à 6% de taux d'impôt, comparativement aux citoyens qui paient le moins possible. Le citoyen paie en moyenne 30%. Des champions, ouais, les montages d'Ireland, c'est... Il y a un montage qui est connu qui s'appelle le sandwich néerlandais, qui consiste à faire une structure aux Pays-Bas et une structure en Irlande avec une facturation qui se fait. Ils sortent, en fait, comment ça se fait? Ils sortent tout ce qui est frais de licence, ils le sortent pour le mettre dans un paradis fiscal. Et donc, la majorité des structures pays, ils sont soit déficitaires, soit ils sont bénéficiaires à des niveaux qui sont très bas. Et l'argent, il sort à travers, d'un côté, le Pays-Bas, puis l'Irlande, pour être taxé à moi. Donc, bon, ça, c'est juste pour vous dire, finalement, c'est non seulement ils ont l'information, non seulement ils ont l'infrastructure, mais ils ont aussi le cash. Et comme a dit Oussama, et c'est très important, je pense que c'est Bouchara, je pense, l'a dit, qui est fondamental dans ce qu'on est en train de dire, c'est que Hednes, vraiment, ils ont compris un modèle, ils ont construit un modèle. Amazon, c'est un modèle. Amazon, c'est pas juste une entreprise. Ils ont construit un modèle. Et ce modèle peut inspirer des pays. C'est quoi ce modèle? Comment il est décortiqué? Comment il est construit? Comment aujourd'hui il est pratiqué? Quelles conséquences pour le commerce traditionnel dans la majorité des pays? Il faut y réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines... D'abord aujourd'hui, par exemple, avec la crise de l'Eurate, tout le monde, pratiquement, commence à faire du paiement et de l'achat sur Internet. Avant, peu de gens connaissaient Amazon. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commandent au Maroc chez Amazon. Pas pour que de la technologie, pour de l'ameublement, pour des vêtements, Oui. Alors, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est en train encore de prendre quelques semaines. Demain, ça va prendre, comme ce qui s'est fait aujourd'hui dans Amazon Premium, ça peut prendre une journée ou deux. Aujourd'hui, ils ont un engagement avec des clients premium qui paient un abonnement de livrer dans la journée ou le lendemain. Et ça, si on arrive à ça, je pense que beaucoup d'achats qui se font aujourd'hui dans les commerces traditionnels, ils vont se faire sur Amazon. Quelles conséquences en termes de perte d'emploi, en termes de perte de valeur, à réfléchir. Donc, ça vous donne, encore une fois, c'est juste une comparaison. Le but, c'est d'inspirer. On va terminer cette partie inspiration. On fait la pause. Après, on revient pour entrer dans les notions, les concepts et les outils. Donc, Apple et le reste du monde. Alors, pourquoi faire une transformation digitale? Donc, c'est quoi l'intérêt? Où est-ce qu'on va apporter de la valeur? Alors, si on parle d'une entreprise, il est connu qu'on a le contexte d'une entreprise, généralement, qu'est-ce que l'entreprise cherche à faire? Quelle est la stratégie de l'entreprise à l'instant T? Est-ce qu'elle cherche à augmenter la part de marché, donc augmenter ce nombre de clients? Est-ce qu'elle cherche à fidéliser ses clients et à générer plus de valeur de ses clients? Est-ce qu'elle cherche à minimiser ses coûts? Donc elle est dans un marché mature où les coûts de production. Est-ce qu'elle cherche à plutôt changer de business model parce qu'elle est arrivée, on va dire, à un niveau de maturité qui fait que le business model ne fonctionne pas? Donc c'est des conséquences ou c'est des objectifs que peut porter une transformation d'une entreprise. Pour l'État,
كاين 4 grands, on va dire, axes. L'axe الاول هو comment améliorer l'expérience du citoyen. Donc, premier objectif d'un État, c'est de satisfaire finalement son constituant principal, qui est le citoyen. Donc, le citoyen doit avoir une expérience améliorée, une expérience augmentée par le digital. Et on doit lui permettre d'accéder à plus de services, à accéder à plus d'informations de manière fluide, facile et conviviale. Alors, juste une petite parenthèse que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Je pense qu'on pourra y revenir par la suite. La manière avec laquelle on fait la transformation pour que justement ça soit très fluide, très convivial, etc., elle doit s'approcher le plus de ce que le cerveau sait faire le mieux. Donc, les outils qui doivent être mis en place, ils doivent être les plus faciles à adopter. Une des problématiques de beaucoup d'États et de beaucoup de gouvernements, c'est comment faire adopter des solutions. Il y a des solutions qui existent, mais est-ce que le citoyen les connaît, et quand il les connaît, est-ce qu'il les utilise? Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, dans l'historique des applications mobiles étatiques, ou la part des organismes semi-publics qui sont faits au Maroc, la plus grosse application, le Maghreb, elle est téléchargée par 3 millions d'utilisateurs, de citoyens. C'est l'application de la CNSS. Pour vous donner aucune application publique ne dépasse ce chiffre. Alors qu'en parallèle, on va trouver des applications comme Express, comme Avito, comme Jumia, qui sont téléchargées par des dizaines de millions d'utilisateurs. Pour quelle raison? Parce que ces gens-là, ils ont compris un certain nombre de notions qui font l'adoption. Au-delà du service qu'ils offrent, parce qu'il y a des organismes étatiques, il y a des départements ministériels qui offrent des services qui sont très utiles. On prend le cas du ministère de Finances, on peut prendre le cas du ministère de l'Équipement, on peut prendre le cas et c'est des services qui concernent tous les citoyens. On ne parle pas du ministère de l'Enseignement. Donc, les gens ils se basent sur 4 grands principes. Ils s'approchent de comment le cerveau fonctionne et comment il a commencé à fonctionner. Un enfant, un bébé de moins de 2 ans, en fait, il a appris par des choses. Il a appris par 4 choses. La première chose par laquelle il a appris, c'est le jeu. Un bébé, il a commencé d'abord par jouer, donc le jeu est fondamental. Et quand je parle du jeu, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du jeu dans des services gouvernementaux. Il faut utiliser les concepts de jeu, c'est ce qu'on appelle, on va dire de manière plus précise, la gamification. Il faut gamifier le service. Il faut faire en sorte que les gens se disent, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès de Facebook? C'est que c'est gamifié. Facebook, les gens rentrent, mettent des commentaires, ou mettent des posts, et ils reviennent pour vérifier quel est le chiffre qu'ils ont atteint en termes de likes. Avec le chiffre, c'est du jeu. Et les gens peuvent avoir des statuts. Et les statuts font partie du concept des jeux. Les gens peuvent échanger des choses dans le cadre du jeu. Donc, premièrement, le jeu. Deuxièmement, la conversation. La deuxième chose que l'enfant a appris à faire, c'est la conversation, c'est parler, c'est communiquer. Et donc, quand on veut vraiment faire de l'adoption, il faudra que le service qu'on propose soit le plus conversationnel possible. D'où aujourd'hui l'émergence de technologies comme les chatbots, les agents conversationnels intelligents, parce que c'est des choses aujourd'hui qui s'approchent de la manière avec laquelle le cerveau fonctionne. Et c'est pour cette raison, c'est d'où le succès d'applications comme WhatsApp, comme toutes les applications de messagerie, parce que en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles permettent aux gens de faire ce qu'ils arrivent à faire le mieux, c'est-à-dire à parler, d'être eux-mêmes. Ils font ce qu'ils sont habitués. D'ailleurs, il y a beaucoup parfois de ministères qui sont étonnés. Moi, j'ai eu la chance que ce soit d'ailleurs au Maroc ou à l'étranger, quand on rencontre des aidants qui disent un service, ils continuent à appeler au téléphone. Ils continuent à appeler au téléphone parce que c'est ce qu'ils savent faire le mieux. C'est plus facile d'appeler et de demander quelque chose, alors que normalement le service public a été fait pour éviter que les gens, enfin dans certains cas, pour permettre aux gens d'avoir l'information de manière accessible à tout moment. Et pourtant les gens vont insister d'appeler. Donc le jeu, la conversation. Troisième chose, l'histoire. Donc dans beaucoup de cas, l'enfant a appris aussi par les histoires. Et donc, quand on fait un service public, il faut qu'il y ait du storytelling. Là aussi, on n'est pas en train de dire qu'il faut raconter une histoire, mais il y a du storytelling. Je vais vous donner un exemple très simple qu'on a eu la chance de faire. C'était avec la CMR. La CMR, à un certain moment, il y avait un problème que vous connaissez tous, c'est le problème chaque année, il y a des renouvellements, des mises à jour, il y a les personnes. Donc, la CMR, elle fait un échantillon de personnes qui sont normalement concernées, de ramener le fameux certificat qui prouve toute la confiance numérique, le certificat de vie. Donc, on demande à la personne, quand elle vient, de prouver qu'elle est elle-même et qu'elle est en vie. Donc, là, c'est le comble de la confiance.
En fait, chaque année, la CMR, comme tous les organismes de retraite, il demande pas à la totalité, mais à un certain nombre de personnes de se mettre Aux chanceux. de venir, de devoir se déplacer dans une agence et de déposer avec le certificat de vie, avec un certain nombre de documents. En fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est ils ont construit. Encore une fois, on parle de trucs très simples et on y reviendra tout à l'heure parce que là, c'est pas une question de technologie. Il faut pas être sur, je sais pas, à la pointe de la technologie. Je nous donne une petite vidéo sous forme de presque dessin animé qui explique comment tu peux vérifier que tu n'es pas concerné par. Parce que les gens qui jouent, quel que soit le cas, qui jouent l'agence, ils vérifient. Et il y avait des files d'attente énormes. Ils vérifient ils ont droit, ils n'ont pas droit. Ils ont fait un petit service par SMS qui permet de dire j'envoie mon numéro de carte à soi, il me dit est-ce que je suis concerné ou pas. Et pour communiquer autour de ce service, ils ont fait ce qu'on appelle une vidéo motion design. C'est une vidéo qui ressemble à un dessin animé, de manière très vulgarisée, avec une logique de storytelling. Si Mohamed ou si Heda qui تلاقاو كانوا كيهضروا شويه جا واحد وقال لهم et ça a très bien marché. La vidéo, il devait y avoir un budget de communication associé à cette communication qui était initialement de l'ordre de 100 000 dirhams sur Facebook, sur YouTube, etc. Et la vidéo a tellement été partagée que l'opération caméra, elle a coûté 500 dirhams. Il y a eu en une semaine, plus de 300 000 retraités qui ont vu la vidéo parce que ça a été partagé de manière énorme sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation du storytelling pour passer un message parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne et c'est comme ça qu'il arrive à comprendre, à atteindre des messages. Le dernier point, donc discussion, conversation, histoire et communauté. Donc l'enfant a appris à vivre dans la première communauté qui est sa petite famille, puis dans d'autres communautés que sont son école, sa classe, etc. Et donc le fait de concevoir des services orientés citoyens qui font fonctionner le système de communauté est fondamental. Je peux vous donner par la suite, on peut vous donner des exemples, mais ça c'est important. Puisque vous avez anticipé, évoqué cette formule magique d'apprentissage, je vous invite à la faire. Hein. Alors, c'est notre principe, c'est-à-dire toute notre formation, vous allez la tester vous-même, ce sera sous forme de jeu, de partage et d'histoire que vous allez raconter. Je vous invite particulièrement un peu à nous concentrer sur le concept de l'expérience client. Avant de partir à la pause, je vous invite à préparer donc mentalement et puis à nous exposer l'expérience client ou l'expérience citoyen du citoyen que vous servez. C'est-à-dire le contribuable pour quelques-uns, le redevable pour quelqu'un d'autre, pour le citoyen, le simple citoyen, son parcours, essayez de décrire son expérience par rapport à ce que vous lui donnez, ce que vous mettez à sa disposition en tant qu'information, ce que vous donnez comme service, pour comprendre, parce que le point 1, il est très intéressant, très, disons, central par rapport à la suite de toute la formation, parce que les autres, ça vient l'amélioration. On améliore l'expérience citoyenne parce que c'est in fine, c'est ce qu'on cherche. In fine, c'est ce qu'on cherche. C'est rendre la vie facile aux citoyens qui est moi, vous, même si j'ai une reproche un peu catégorique par rapport à vous, parce que dans la présentation, aucune personne d'entre les participants, les honorables participants, n'a évoqué son rôle civil avant sa responsabilité. Vous êtes des citoyens, messieurs, madame, vous êtes des citoyens avant d'être des responsables, avant d'être des chefs de division, avant d'être des chefs de service, vous êtes des citoyens qui ont le même droit que les autres citoyens. Servez-vous avant les autres. Si vous ne donnez pas l'exemple que vous considérez déjà, c'est pour dire que vous devez commencer par vous, dans l'expérience citoyenne. Imaginez-vous à la place de ce citoyen. Mettez-vous à sa place pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on va digitaliser par la suite, de quel coût on parle et de quel extraterrestre on veut inclure dans notre digitalisation. C'est un extraterrestre ou bien est-ce qu'il existe avec nous sur cette... Est-ce que je me reconnais en lui? C'est un peu la question de... Je vous invite, si vous permettez, donc chacun d'entre, par la suite, si aura
Pour faire un peu le bridge, Exactement. ce sera un bon exercice pour appliquer le jeu. Alors, qui va me citer les 4 bachelinades? C'est très important, les 4 qu'on a évoqués tout à l'heure, que vient d'évoquer Cisuel. Les 4, hein? Le jeu, le jeu, et qu'est-ce qu'on va dire par jeu? Gamifier, c'est-à-dire le rendre? Le rendre? Amusant? Attrayant, oui? Hein? Pour faciliter, oui. Le jeu. Yeah. Il a évoqué l'apprentissage de l'enfant. Donc, deuxième point. C'est-à-dire? Converser. Hein? C'est-à-dire que ça permet un échange décalé. Décalé? Là, monsieur décalé. Monsieur, je parle. Alors, là, quand on a un problème de communication, vous vous énervez. C'est ce qui se passe. Si j'ai pas l'impression que l'autre écoute ce que je dis bien écoute ce que je dis, il y a un problème. Donc, converser. Troisième. Story, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Une histoire, c'est-à-dire quoi? La mise en scène, qu'il y ait un sens, qu'il y ait un fil conducteur de ce que vous dites. Mais qu'il y ait icône qui n'a pas de sens, qu'il y ait un tout qui raconte un tout, pour un tout. D'accord? Quatrième? Communauté. Alors, un des principes de communauté, c'est qu'on a un lien de horizontal de partager un intérêt commun, ou qu'on crée, ou les c'est parmi les objectifs de la formation bhalaka. Lorsqu'on ouvre nos histoires et nos expériences mutuelles, on est en train d'inviter l'autre à faire partie de notre communauté. D'accord? Donc je vous invite à considérer les 4 en relatant l'expérience. Ça marche? Très bien. On est bas de la pause, Inch'Allah.